En 2024, Volkswagen brise un tabou vieux de 87 ans. Pour la première fois de son histoire, le groupe évoque publiquement la fermeture d'usines en Allemagne. Finalement, les fermetures sont évitées, mais Volkswagen en paie le prix fort. 35 000 emplois supprimés et 734 000 véhicules de capacité en moins. Mais ce n'était qu'un début. En 2025, le résultat d'exploitation s'effondre de 53%. Le PDG Olivier Blume lâche l'aveu. Le modèle économique du groupe ne fonctionne plus. Et en 2026, les fermetures d'usines sont à nouveau sur la table. 4 sites cette fois, potentiellement 100 000 emplois menacés. Cette crise dépasse largement le cas de Volkswagen. C'est juste l'exemple le plus spectaculaire d'un modèle industriel allemand qui se fissure. En 6 ans, le PIB du pays n'a progressé que de 0,2% au total. Pratiquement zéro, la pire performance du G7. À titre de comparaison, les États-Unis ont progressé de 15,1% sur la même période et le Royaume-Uni de 6%. Évidemment, l'explication la plus simple, c'est la guerre en Ukraine, le gaz russe coupé, le choc énergétique de 2022. Sauf que ces 6 ans commencent en 2019, 3 ans avant la guerre. L'Allemagne stagnait déjà quand les chars russes n'avaient pas encore traversé la frontière ukrainienne. Quelque chose rongeait la machine bien avant. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment les 3 piliers de la puissance allemande se sont retournés contre elle. Une énergie bon marché devenue dépendance, son meilleur client devenu son concurrent le plus redoutable et une vertu budgétaire devenue un piège. Pendant les années 2000 et 2010, l'Allemagne était la machine économique la plus performante du monde occidental. Entre 2003 et 2007, elle dépassait les États-Unis, la Chine et le Japon à l'export. En 2016, son excédent commercial atteignait 9% de son PIB. Son industrie représentait 26,6% de la valeur ajoutée nationale, soit le taux le plus élevé de tous les pays du G7. Près d'1 € sur 2 gagné en Allemagne venait de l'étranger. Mais le vrai secret de la machine, et désolé pour la prononciation, c'est le Mittelstand. Des dizaines de milliers de PME, leaders mondiales dans leur niche. Comme Kaspar Schulz en Bavière, le plus ancien fabricant de machines de brasserie au monde, fondé en 1677. Comme Rossler en Franconie, leader mondial de la finition de surface industrielle, plus de 1500 salariés, 15 sites dans le monde, des entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler et sans laquelle des pans entiers de l'industrie mondiale s'arrêtent. L'Allemagne était la locomotive européenne. 30% du PIB industriel de toute la zone euro. Une machine qui semblait ne pouvoir que gagner. Ça, c'était avant septembre 2015. Car ce mois-là, un scandale éclate et va révéler que quelque chose pourrit dans la machine depuis des années. Ce scandale, c'est le Dieselgate. Tout part d'une agence fédérale américaine qui publie les résultats de tests d'émissions sur des moteurs Volkswagen. Le verdict tombe. Les véhicules diesel du groupe ont été équipés d'un logiciel capable de détecter les conditions d'un test et de falsifier les résultats. En conditions réelles, ces moteurs polluaient jusqu'à 40 fois plus que les normes autorisées. 11 millions de véhicules dans le monde sont concernés. Le groupe va payer 27 milliards d'euros d'amende et de dédommagement, la plus grande sanction de l'histoire de l'industrie automobile. 5 jours après l'éclatement du scandale, Martin Winterkorn, le PDG, démissionne. Il avait passé 10 ans à faire de Volkswagen le premier constructeur mondial. Il lui a fallu 1 semaine pour tout perdre. La réputation de l'ingénierie allemande, construite sur un siècle de rigueur, prend un coup dont elle ne s'est jamais vraiment remise. Mais le scandale financier, aussi colossal soit-il, n'est que la surface du problème. Depuis le début des années 2000, les constructeurs allemands avaient fait un pari collectif. Le futur de l'automobile, c'était le diesel propre. Ils y avaient consacré des milliards en recherche, des décennies d'ingénierie, des lobbies entiers à Bruxelles pour obtenir des normes favorables. Quand ce diesel s'est avéré ne pas être si propre, plutôt que de changer de cap, ils ont préféré tricher. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, quelque chose d'irréversible se jouait. Pékin avait lancé dès 2009 un programme massif de subventions aux véhicules électriques. Des constructeurs comme BYD, qui fabriquaient encore des batteries de téléphone portable, au début des années 2000, se transformaient progressivement en géants de l'électromobilité. En 2015, l'année du Dieselgate, la Chine est déjà le premier marché mondial du véhicule électrique. À ce moment-là, l'Allemagne aurait pu regarder cette réalité en face et pivoter vers l'électrique. Mais elle a préféré gérer le scandale du Dieselgate, négocier les amendes et continuer sur sa lancée. Ce réflexe, ignorer ce qui dérange plutôt que de le regarder en face, n'était pas réservé à l'automobile. Pendant que le scandale occupait les esprits, 3 failles structurelles s'ouvraient sous le modèle allemand. 3 pièges que personne ne voulait voir venir. Alors, pour comprendre ce qui va suivre, il faut d'abord mesurer à quel point l'Allemagne s'était mise dans une position unique. En Europe, presque tous les grands pays avaient un filet de sécurité énergétique. La France avait son nucléaire, le Royaume-Uni avait la mer du Nord, mais l'Allemagne, elle, avait fait un autre choix, le gaz russe.
Elle en dépendait à 55%, 2 fois plus que la moyenne européenne. Pire, elle n'avait aucun port capable de recevoir du gaz liquéfié venu d'ailleurs. Elle n'avait aucune porte de sortie. Ses alliés l'avaient pourtant averti. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. L'Allemagne avait même soutenu et financé la construction de Nord Stream 2, un deuxième gazoduc direct avec la Russie, achevé en 2021. Pour Berlin, le choix était fait. Son industrie tournerait au gaz russe. Le 24 février 2022, quand les chars russes entrent en Ukraine, ce pari lui est arraché des mains. En quelques semaines, le prix du gaz passe de 20 à plus de 300 € le mégawattheure. Et le 26 septembre 2022, les 2 pipelines Nord Stream sont sabotés. Alors, l'enquête officiellement n'a jamais désigné de responsable. Mais une chose est claire, rouvrir le robinet russe, même techniquement possible, est politiquement inenvisageable pour Berlin. L'Allemagne se retourne vers le gaz naturel liquéfié américain, norvégien et qatari. Elle construit 5 terminaux méthaniers flottants en urgence en partant de zéro. Ce gaz arrive, mais à 30-35 € le mégawattheure, soit 2 fois le prix d'avant-crise. Et là, l'industrie allemande comprend que ce n'est pas temporaire. Le désavantage est devenu structurel. Alors pour mesurer ce que la hausse du gaz fait concrètement à l'industrie allemande, regardons le cas de BASF. Le groupe chimique de Ludwigshafen voit sa facture gaz augmenter de plus de 2 milliards d'euros en un an. En réponse, il arrête complètement la production de chimie de base en Allemagne, réduit sa production chimique totale de 12% et supprime 3300 emplois. Il commence à délocaliser une partie de ses chaînes de production vers les États-Unis, où le gaz coûte 3 fois moins cher. Et les États-Unis, justement, ne laisse pas passer l'occasion. En août 2022, il vote l'Inflation Reduction Act, 369 milliards de dollars de subventions pour l'industrie et les énergies propres. Une invitation directe aux industriels européens en difficulté. BASF investit 780 millions de dollars en Louisiane. L'Allemagne regarde partir ses usines. À Duisburg, le sidérurgiste ThyssenKrupp, symbole de 170 ans d'histoire sidérurgique, taille dans ses effectifs et remet en question l'avenir de son site historique. Sans énergie bon marché, l'acier allemand ne peut plus soutenir la comparaison avec ses concurrents. Les secteurs les plus gourmands en énergie, chimie, acier, verre, construction, mécanique, ont perdu 17,8% de leur production entre 2021 et 2025. Le niveau de production industrielle en Allemagne aujourd'hui est celui du milieu des années 2010. 10 ans d'avancée effacés en 4 ans. La crise énergétique a donc causé des dégâts considérables. Pendant 20 ans, l'Allemagne avait présenté son modèle industriel comme une leçon de rigueur et d'excellence technique. Mais c'était vrai. Mais c'était une partie de l'équation, car il y avait aussi une forte dépendance à Moscou. Mais pendant que Berlin regardait ses factures de gaz exploser, le vrai concurrent montait ailleurs, chez son meilleur client. En 2021, la Chine était le moteur de la croissance de l'économie allemande. BMW, Mercedes, Volkswagen y réalisaient entre un quart et un tiers de leurs ventes mondiales. Et 1,1 million d'emplois allemands dépendaient directement ou indirectement de la demande chinoise. Mais en 4 ans, le client idéal est devenu un concurrent direct. Entre 2022 et 2025, leurs exportations vers Pékin ont chuté de 66%. Sur la même période, les exportations allemandes totales vers la Chine ont reculé de 23%, tombant à leur niveau le plus bas depuis 10 ans. Des 1,1 million d'emplois liés à la Chine, plus de 400 000 ont disparu. Le signe le plus violent du basculement est dans les machines. Depuis mi-2025, l'Allemagne achète plus de biens d'équipement à la Chine qu'elle ne lui en vend. Une première dans l'histoire de ces deux pays. Le pays qui pendant des décennies équipait les usines chinoises se retrouve désormais à s'équiper chez son ancien client. Le déficit commercial avec la Chine était de 13 milliards d'euros en moyenne avant 2019. En 2025, 89 milliards d'euros, multipliés par 7 en 6 ans. Le plus grave, c'est que cette bascule était annoncée noir sur blanc. En effet, en 2015, l'année du Dieselgate, la Chine publiait noir sur blanc le plan exact de ce qui allait suivre. Un document de 50 pages intitulé « Made in China 2025 ». Un plan industriel d'État chiffré qui identifie 10 secteurs dans lesquels Pékin entend devenir le leader mondial. L'automobile, les machines-outils, la chimie, les équipements électriques, l'aérospatiale, la robotique. Exactement le cœur industriel de l'Allemagne. Un deuxième programme, lancé en 2018, va encore plus loin. Il s'appelle les 10 000 petits géants. Cette fois, l'objectif est clair, reproduire à l'échelle chinoise ce qui faisait la force du Mittelstand allemand. Des milliers d'entreprises soutenues par l'État, spécialisées dans des niches industrielles et préparées à devenir leaders dans leur domaine. La Chine n'a pas seulement volé le modèle allemand, elle l'a industrialisé à son échelle. Investir longtemps, viser des niches, exporter partout, mais avec des centaines de milliards de subventions, des prix cassés et une obsession. Prendre des parts de marché. Et le plus frappant, c'est que rien de tout ça n'était caché.
Ces plans étaient publics. Les économistes européens les ont lus dès leur publication. Mais Berlin n'en a rien fait. Trop de contrats signés, trop d'usines implantées en Chine, trop de bénéfices à court terme à protéger pour regarder la menace en face. Car la Chine ne se contentait pas de moins acheter allemand. Elle vendait les mêmes produits aux mêmes clients sur tous les marchés où l'Allemagne exportait. Le Center for European Reform le formule sans détour. Le choc chinois est aujourd'hui la cause principale du marasme allemand. Et c'est, ajoute-t-il, celle que Berlin refuse le plus d'affronter. L'automobile en donne l'illustration la plus saisissante. Pékin dispose aujourd'hui d'une capacité de production de 55 millions de véhicules par an, 65% de la demande mondiale entière, à des prix que les constructeurs allemands ne peuvent pas suivre. Par exemple, en Allemagne, le Volkswagen Tiguan, un SUV hybride référence du segment depuis des années, dépasse les 48 000 €. Le BYD Seal-U, son équivalent chinois, 39 990 €. Plus de 8 000 € de moins. En Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, partout où BMW ou Volkswagen vendaient des voitures, BYD, SAIC ou Geely apparaissent désormais sur les stands des concessionnaires. Et la même dynamique se reproduit pour les machines industrielles, les équipements électriques, la chimie. Goldman Sachs est sans détour. C'est la concurrence chinoise qui a pris la place des exportateurs allemands sur les marchés mondiaux. L'impact chiffré d'ici 2029. La pression chinoise va amputer le PIB allemand de 0,9% sur les 4 prochaines années. La plus forte ponction de toute la zone euro. L'Italie perdra 0,6% de son PIB pour la même raison, et la France 0,4%. Deuxième piège, c'est refermé sur l'Allemagne. Mais il en reste un dernier. Alors avant d'y venir, une petite parenthèse, parce que cette histoire allemande rappelle une règle simple. Quand tout repose sur un seul pilier, le jour où il cède, tout s'écroule. C'est vrai pour un pays, mais c'est aussi vrai pour votre épargne. C'est pour ça que Louvinvest permet d'investir dans une sélection de plus de 60 SCPI diversifiés, en choisissant des secteurs différents ou en investissant à l'international. L'intérêt est que tout est fait par les sociétés de gestion, plus besoin de gérer les biens soi-même. En plus de ça, sur les SCPI éligibles, Lou vous reverse un cashback de 3% du montant investi. Mais revenons à l'Allemagne, parce que le dernier piège est le plus ironique. Celui-là, elle se l'est tendue toute seule. La rigueur budgétaire n'était pas le problème en soi. Le piège, c'est quand elle est devenue une religion au point de se priver des moyens d'agir quand la situation l'exige. C'est ce qui s'est passé avec le Schwarz-Null. En 2009, l'Allemagne inscrit le frein à la dette dans sa constitution. 5 ans plus tard, le ministre des Finances, alors désolé encore une fois pour la prononciation, Wolfgang Schäuble, va encore plus loin. Le Schwarz-Null, zéro déficit, zéro emprunt, l'équilibre budgétaire comme horizon absolu. En 2018, l'Allemagne affiche un excédent record. 62 milliards d'euros. La France, à titre de comparaison, n'a pas connu un seul budget à l'équilibre depuis 1974. Les pays du Club Med, comme les appelait la presse financière nordique, s'endettaient sans retenue. Et l'Allemagne, elle, remboursait. Et pour être honnête, à l'époque, c'était difficile de lui donner tort. Mais cette rigueur avait un revers. En 2011, après Fukushima, l'Allemagne décide d'arrêter le nucléaire. Elle mise sur les énergies renouvelables pour prendre le relais, mais elles ne sont pas prêtes. Et plutôt que d'investir dans des infrastructures de secours, elle choisit le gaz russe comme énergie de transition, la voie la moins chère. En 2014, la Russie annexe la Crimée, le signal est là, compter sur Moscou pour son énergie de base, c'est une vulnérabilité stratégique, on l'a déjà vu. L'Allemagne aurait pu accélérer sa transition, diversifier ses approvisionnements, construire des infrastructures gazières. Elle avait des années devant elle, mais elle ne l'a pas fait. Justement, notamment parce que le Schwarz-Null ne lui en donnait pas les moyens. Quand le choc de 2022 arrive, c'est donc la double peine. Une industrie piégée par un gaz devenu hors de prix et un État sans capacité budgétaire pour amortir le coup. La France déploie 45 milliards d'euros de boucliers tarifaires pour protéger ménages et entreprises. L'Allemagne, avec son frein à la dette inscrit dans la Constitution, ne peut pas répondre à la même échelle. Le Schwarz-Null n'a pas causé la dépendance au gaz russe, mais il l'a rendu impossible de s'en sortir à temps. À cela s'ajoute une pression de fond, la démographie. 30% de la population a plus de 60 ans. Les baby-boomers partent à la retraite en masse. Goldman Sachs en tire le bilan. La démographie allemande plombe la croissance potentielle du pays, la plus faible des grandes économies de l'Union européenne. Autre problème d'une nature différente, les coûts salariaux. Ils ont bondi de 23,7% depuis 2019, encore davantage qu'en France, donc de 19,1%, et qu'en Italie, de 13,5%. C'est le résultat de choix politiques assumés, des cotisations sociales parmi les plus élevées d'Europe, et des syndicats puissants, comme IG Metall, le syndicat de la métallurgie, l'un des plus influents au monde, qui a obtenu des hausses substantielles depuis 2019. Une industrie étranglée par l'énergie, concurrencée par Pékin, et avec une main-d'œuvre qui coûte le plus cher qu'ailleurs, et un État qui n'avait plus les moyens de sa politique. C'est sur ce tableau que Friedrich Merz arrive au pouvoir au printemps 2025. Il fait alors quelque chose que ses prédécesseurs avaient toujours refusé de faire. Il brise le tabou du Schwarz-Null. Le nouveau gouvernement annonce un plan de 500 milliards d'euros consacré aux infrastructures,
Routes, ponts, rails, numérique, la règle constitutionnelle du budget à l'équilibre, préservée pendant 15 ans comme une religion, est suspendue pour permettre cet investissement. Le déficit allemand devrait atteindre 3,7% du PIB cette année, au-dessus des 3% de Maastricht que l'Allemagne avait si longtemps prêché à ses voisins. Simultanément, l'Allemagne s'engage à porter ses dépenses de défense à 3,5% de son PIB d'ici 2029, bien au-delà de l'objectif de 2% fixé par l'OTAN, ce qui en ferait le premier budget militaire du continent devant la France et le Royaume-Uni. C'est un pivot historique et ce réarmement est en train de transformer l'économie réelle. En quelques mois, des usines qui ne savaient plus quoi produire ont trouvé un nouveau client. Rheinmetall, le fabricant d'armement de Düsseldorf, a vu son chiffre d'affaires bondir de 30% en 2025. Son carnet de commandes 63 milliards d'euros. L'action a été multipliée par 10 en 3 ans. L'usine Volkswagen d'Osnabrück, celle dont le groupe voulait se séparer, produit désormais des cabines de camions blindés. À Kassel, des chaînes qui assemblaient des transmissions automobiles tournent aujourd'hui pour des véhicules militaires. En 2025, les commandes industrielles dépassaient de plus de 15% celles de décembre 2024, des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2021. L'État est devenu le plus gros client du pays. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Allemagne est en train de résoudre par le réarmement les problèmes rencontrés par la mondialisation.